Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On est ravis de vous recevoir pour ce webinaire. On va encore attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte et on démarrera à 10h05. Bon, on va démarrer tranquillement. Je me présente, je suis Maude Cortot, ingénieure commerciale au sein d'Avasys et basée à Lyon. Avant toute chose, je souhaite à tous le meilleur dans ce contexte sanitaire un peu difficile. Merci d'être présents à ce webinaire. On est très content de partager avec vous ce sujet qui est particulièrement d'actualité, le télétravail. Nous allons découvrir comment, en toute sécurité, détecter des menaces internes. Ce webinaire repose sur la technologie de l'éditeur Netbricks et sur les compétences des consultants de notre SN Avasys. Il sera animé par Damien Ecoard de Netbricks et David Pérez d'Avasys. Le programme de ce jour, le webinaire va durer 1 heure. On commencera par une présentation des centres de compétences d'Avasys, puis une présentation de Netbricks et enfin on fera une démonstration du produit. Et on finira par vos questions. Vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire. David, est-ce que tu peux tourner la page s'il te plaît? Voilà, merci. Une petite instruction pour vous montrer que vous pouvez poser les questions au fil de l'eau et on y répondra bien sûr avec plaisir. Comme je vous l'ai dit, Avasys est une ESN dont l'activité est l'ingénierie de systèmes d'information. Nous accompagnons les ETI, les grands comptes, les collectivités et le secteur de la santé dans plusieurs choses: la définition de leur transformation digitale, la conception des solutions répondant à leurs besoins, leur mise en œuvre et le suivi au travers d'un véritable centre de service. Avasys, ce sont 80 collaborateurs, dont 65 consultants qui sont tournés vers cette activité et qui suivent plus de 300 clients actifs. Avec une couverture nationale à travers nos agences, de Paris à Lyon, de Bordeaux à Toulouse, nous accompagnons chacun de nos clients avec proximité. L'infrastructure est une activité d'expertise qui nous a conduit à créer des centres de compétences par domaine d'activité afin d'offrir le meilleur à nos clients. Nos centres de compétences sont résumés dans cette petite slide avec la partie infrastructure, la partie sécurité, la partie réseau et la partie système.
Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le centre de compétences système et je vais laisser nos deux experts, Damien Écroard, ingénieur Netflix, et David Pérez, consultant système Avasys, vous animer le webinaire pour la présentation d'Hendrix, la démonstration de la solution et bien sûr répondre à toutes vos questions techniques. Damien, David, je vous laisse la parole. Merci Maud, merci beaucoup. David, le temps que tu fasses Merci. apparaître ton slide, je te laisse la parole et à tout de suite pour la démonstration. Merci Damien. Donc aujourd'hui avec Damien, nous allons vous présenter alors en deux parties. Une première un peu, on va dire macro, les grands thèmes de la solution aujourd'hui, et par des cas d'usage ensuite via une plateforme de démonstration. Damien vous présentera comment répondre à ces cas d'usage. Donc le programme aujourd'hui, la thématique, c'est par rapport à l'explosion du télétravail qui a été mise en place suite aux événements qui viennent de se produire, c'est quels sont les défis à relever vis-à-vis de cette mise en place, quelles sont les bonnes pratiques de prévention des fuites de données à adresser par rapport à cette mise en place, donc comment pallier à la maîtrise de la sécurité des postes externes, et enfin comment identifier les menaces pour protéger donc la sécurité aussi bien des données de votre entreprise que l'utilisateur en tant que tel. Voilà. Donc, les défis aujourd'hui à relever sont principalement donc la productivité au détriment de la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur, pour lui, quand on met en place en fait ce type de solution de télétravail, on a tendance souvent à un peu négliger, on va dire, et à du moins du fait dans l'urgence, de dénigrer un peu la sécurité pour pallier en vitesse, alors notamment ce qui s'est passé en ce moment, hein, mais peut-être ce qui peut se passer de manière générale, la sécurité des postes extérieurs à la société. On a aujourd'hui, pour éviter justement pour ne pas diminuer, pour ne pas diminuer la productivité au détriment de la sécurité, car aujourd'hui justement pour un utilisateur, la sécurité égale contrainte, et donc c'est égal aussi à la perte de productivité. Or c'est ce que l'on veut éviter absolument. Enfin, on veut aussi réviser les priorités en matière de budget informatique. Quand on a un peu de recul, quand on aura forcément un peu de recul vis-à-vis de l'explosion qui a eu lieu aujourd'hui suite aux événements, la stratégie sera certainement réorientée, notamment sur la gestion des connexions. Alors on va parler des VPN, on va parler aussi de la gestion des connexions à tous les services mis à disposition aux utilisateurs via Internet dans sa globalité. Ça peut être tout ça, des plateformes de type RDS ou Citrix, ou aussi sur les plateformes dites pour les grands players, Office 365 notamment. Voilà. On verra que beaucoup de clients qui ont eu des problématiques par rapport à cela, hein, donc on a des cas d'usage vis-à-vis de ça, on sera en capacité de vous démontrer en quoi Netflix justement va pouvoir répondre à ça. Et on verra aussi par rapport donc aux environnements 365, comme je vous l'ai dit. Et on a aussi le fait de satisfaire aussi l'employé, l'utilisateur final. On sait que chacun d'entre vous, alors aussi bien en tant que, on va dire, fournisseur de services, aussi bien interne qu'externe, c'est-à-dire que pour vos clients directement au sein des services, pour vos utilisateurs directs ou indirects, parce que vous pouvez peut-être en avoir aussi, on sait que vous avez une charge, vos services informatiques ont eu une charge énorme. Vous avez été extrêmement sollicité pour la mise en place justement de toutes ces solutions collaboratives afin de continuer à pérenniser l'activité, et que eh bien, vous avez donc fourni des accès à des utilisateurs qui ne sont pas forcément habitués
ce type d'outil informatique, et encore moins du coup à la sécurité informatique depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même comportement depuis l'extérieur de la société que depuis l'intérieur. Donc, tout ceci a pu créer des tensions vis-à-vis des utilisateurs finaux par rapport aux services informatiques. Et donc, c'est un des objectifs justement à relever, c'est que de satisfaire au maximum l'utilisateur final pour que il retrouve entre guillemets ses petits et qu'il puisse du coup pérenniser son activité. La productivité, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de permettre aux utilisateurs de travailler en toute sécurité. L'idée, c'est donc dans un premier temps de les sensibiliser au fait que malgré les outils qu'on leur met en place, de ne pas, dans un premier temps, de ne pas télécharger les données de l'entreprise sur les appareils personnels. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils 365 notamment de collaboration, il est très facile de pouvoir installer ces outils sur des diodes, hein, sur des appareils non maîtrisés appartenant aux utilisateurs. Et donc, à partir de là, favoriser une certaine fuite d'informations sur des données de la société. Donc, pour cela, on est obligé du coup alors suite à l'explosion là, de peut-être relâcher un peu la sécurité. C'est ce qu'il ne faut éviter de faire justement. On a aussi justement l'utilisation on préconise de l'utilisation justement des accès VPN sécurisés pour assurer justement le chiffrement de bout en bout entre le poste client et les données du système d'information, qui soient aussi bien dans le cloud que chez vous. Et enfin, la dernière brique, en fait, ce serait de tenir vos appareils à jour. Aujourd'hui, sur un parc, on va dire on-prem, c'est-à-dire dans votre réseau, il est complètement maîtrisé. On arrive à distribuer la sécurité et à appliquer la sécurité comme on le souhaite, sans pénaliser l'utilisateur en tant que tel. Aujourd'hui, avec l'explosion justement du télétravail, si on garde cette même stratégie, on s'aperçoit que on peut facilement saturer, voire bloquer les postes de travail à distance, parce que on est sur la bande passante non plus de l'entreprise sur le réseau LAN, mais sur les accès extérieurs. Donc tout le monde n'a pas forcément les débits adéquats. Et à partir de là, on pénalise de facto la productivité des utilisateurs. Donc, ce qui se passe, c'est que généralement, et ça avec Damien, on a eu des cas d'usage où justement cette partie-là notamment a été allégée, voire carrément retirée des politiques de sécurité pour éviter justement les goulots d'étranglement au niveau du trafic et que les utilisateurs puissent continuer à travailler. Donc, on désactive de la sécurité au détriment justement de la productivité. C'est là-dessus où il faut qu'on arrive donc à jongler. Et c'est en quoi justement Nedrix va vous aider par rapport à ça, pour que même si la sécurité est un peu diminuée, toujours garder les traçabilité des actions qui sont réalisées. Le budget aujourd'hui, alors ça c'est un peu, on va dire, je dirais pas marketing, mais c'est bon, on peut l'appeler comme ça, c'est la réévaluation des politiques de sécurité, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'avant, la politique de sécurité, quand elle est en interne, elle est totalement maîtrisée. Aujourd'hui, notamment avec des chartes informatiques ou des chartes numériques, voire même pour ceux qui l'ont, une PSSI. Aujourd'hui, il faut aussi privilégier protéger les canaux de communication. C'est-à-dire que respecter le principe du moins de privilèges pour protéger les données de l'entreprise. C'est-à-dire que la messagerie ou la collaboration en ligne, on peut avoir tendance à positionner des droits un peu plus privilégiés
pour aller au plus vite sur une boîte. Alors, je parle notamment en ces temps de coronavirus, pour aller pour aller au plus vite. Et donc de créer aussi des délégations qui, du coup, peuvent faciliter la fuite d'informations ou du moins des accès non autorisés à des données sensibles. Et ça, il faut du coup ne pas perdre de vue, ce que je comprends un peu tout à l'heure, c'est ne pas perdre de vue que même si on se facilite la vie par rapport aux utilisateurs, il faut toujours garder cette notion de suivi de traçabilité. Que ce soit pour protéger les données de l'entreprise ou pour protéger les utilisateurs. Voilà. Et donc, avec Netflix, on apporte tout ça avec une même solution. Enfin, instaurer des mots de passe. Alors, c'est une redite, hein, parce que je pense que tout le monde est au courant là-dessus. Des mots de passe forts, renouvelés assez régulièrement, et si possible, notamment pour tous les services cloud, d'activer toute la partie MFA, Multi-Factor Authentication, afin de sécuriser au maximum les accès à ces plateformes. Alors, pomme pourrie, détecter, remédier. Donc, pomme pourrie, en fait, on pourrait voir ça comme une personne, un élément perturbateur, en fait, au sein du système d'information. Ici, ce qu'on remarque, c'est que généralement, un élément perturbateur au sein d'un système d'information est plutôt maîtrisé en interne, du fait que tout est cloisonné, tout est tracé, tout est sécurisé. Aujourd'hui, avec l'explosion justement du télétravail, on peut s'attendre à des déviances vis-à-vis de ce perturbateur-là, qui notamment voudra essayer de désactiver tout simplement les contrôles sur les fermes RDS ou même sur son poste, pour pouvoir essayer d'élever le privilège, de voir des tentatives d'accès sur des dossiers auxquels normalement il n'a pas le droit, parce que il se dit qu'il est à l'extérieur de la société, que ça ne se verra pas forcément, qui souhaite du coup aussi, essayer de nager un peu entre guillemets nos trous pour grappiller un maximum d'informations. On a vu récemment, les recommandations de l'ANSSI justement et de la CNIL aussi, qui concernant les bonnes pratiques aux usages des postes de travail, qui sont notamment ils rappuient sur la resensibilisation des utilisateurs à l'utilisation d'un poste de travail informatique de la société, même externe. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut appuyer encore pour dire que même si les personnes sont à l'extérieur, sont toujours tracées, sont toujours visibles. Voilà. Aujourd'hui, donc, on a vu une recrudescence suite au Covid, notamment sur les attaques de phishing aussi, donc des usurpations d'identité. Et c'est là-dessus aussi, il faut remettre justement la vigilance revient là-dessus, c'est réinformer constamment les utilisateurs sur prendre en compte et être alerte sur les mails frauduleux qui pourraient arriver et le comportement à tenir par rapport à ça. Enfin, on peut préparer des plans d'action suite aux incidents. C'est-à-dire qu'on peut du coup, sur des actions malveillantes, alors des tentatives d'accès à des fichiers, des usurpations d'identité, sur des tentatives d'usurpation de droits, établir des plans de réponse par rapport à toutes ces attaques-là avec Netflix et voir du coup jusqu'où on peut, les plans que l'on peut mettre en place par rapport à tout ça et remédier du coup à cet élément perturbateur. Donc aujourd'hui, en quoi Netflix peut vous être utile? C'est que on est capable avec certaines problématiques que je vous ai soulevées aujourd'hui, on est capable d'auditer en fait et de suivre
la traçabilité d'une personne dès sa connexion au VPN jusqu'à l'accès à votre système d'information. C'est-à-dire qu'avec les différentes briques de Netflix aujourd'hui, on est capable donc de commencer par exemple sur le parti Network Device à suivre l'utilisateur qui se connecte au VPN. On est capable de voir ensuite, de détecter les accès sur la partie 365 ou collaboratif on-prem via l'auditor, ForSharePoint notamment. On est capable aussi de voir via Azure, Auditor, Netflix Auditor for Azure AD, de voir les augmentations de privilèges qui ont eu lieu sur 365. Est-ce qu'elles sont légitimes ou pas? Et quels sont les impacts? On est capable aussi de voir les pics d'activité suspects grâce à Netflix Auditor, la brique. Et enfin, on est capable aussi de classifier les données sensibles, donc avec data classification, pour justement alerter pour chaque accès de ces données en dehors des groupes définis de sécurité qui ont droit. Alors, comment fonctionne un peu Netflix? En fait, Netflix fonctionne par source de données. C'est-à-dire que on est capable en fait d'auditer des sources de données. Ça peut être l'Active Directory, donc on voit exactement les utilisateurs présents sur Active Directory, on voit les groupes d'appartenance. On est capable ensuite de naviguer jusqu'au serveur de fichiers notamment et de voir les accès sur ces mêmes serveurs de fichiers. Alors, serveur de fichiers, sur la partie filer de manière générale, hein, ça peut être les NetApp, ça peut être Nutanix Files. On est capable de voir sur la partie base de données quels sont tous les accès qui ont été en succès et en échec sur l'ensemble des bases de données. Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce que c'est normal d'avoir ce résultat-là? On est capable aussi de voir la vie de ces bases de données, donc en termes de restauration, de recréation des bases. Et mais aussi, on est capable de voir aussi sur des transverses comme la virtualisation, qui a les droits de modifier les VM, d'en créer, d'en supprimer, tout simplement. Et du coup, de voir quelle est la vie de cet environnement. Et enfin, on prend aussi toute la couche Network Device. Donc là, on prend en charge les périphériques de sécurité, dont certains ont des partenariats forts avec Netflix, donc on est capable directement de remonter très finement les données et donc de voir quels sont les accès qui sont dessus et dans la globalité de vous permettre de suivre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, de suivre un utilisateur d'un bout à l'autre de sa connexion et de sa vie au sein de votre SI. Voilà. Donc c'était les quelques slides que je voulais vous présenter sur la solution Netflix. Donc je vais laisser la main ensuite à Damien sur la partie démonstration et qui va vous montrer justement comment ces cas d'usage peuvent être résolus avec la solution. Merci beaucoup David, merci beaucoup. Effectivement, le temps que vous voyez mon écran, normalement vous devriez tous et toutes voir mon écran. C'est bien le cas David? On voit bien mon écran? On voit bien. Merci Maud. Merci Maud. On est 3 intervenants, hein, donc il y a toujours des petits effets de latence. Donc comme vous le disiez à très juste titre David, notre solution Netrix Auditor est capable de comprendre qui est présent sur votre système d'information, qui a accès à quoi, qui fait quoi, donc quelle est la cartographie des droits, que ce soit sur des environnements traditionnels des serveurs de fichiers, que ce soit dans la partie cloud, par exemple avec Office 365, mais aussi, et ce qui peut être intéressant pour vous, de comprendre ce que contiennent vos données, que ce soit au regard de la réglementation européenne, donc le RGPD, que ce soit au regard de vos données métiers. On a une multitude de nombreux clients dans différents secteurs d'activité qui vont, eux, s'attacher à trouver des données sensibles, par exemple sur des données de santé ou des données de production, des données industrielles,
des structures qui vont être dans le monde du transport, qui vont chercher des informations par rapport à des contrats, des environnements de billetterie, des environnements de réservation de voyage sur Internet. Vraiment, on a un panel de clients qui est extrêmement large. On ne fonctionne d'ailleurs pas en silo. On est capable, la solution est capable de s'adapter à chaque type d'activité. Et là, ce qu'on a souhaité faire aujourd'hui avec Avasys, c'est de vous donner un focus plus particulièrement sur le télétravail, parce que le télétravail n'est pas nouveau en soi, hein, vous le connaissiez déjà avant, mais c'est vrai qu'avec le contexte du confinement, pour certains d'entre vous, vous avez dû ouvrir votre système d'information de façon un peu brutale. Alors on ne va pas dire non maîtrisée, parce que tout est toujours bien cadré, mais de façon un peu rapide, soit en ouvrant les connexions VPN de façon intensive, soit en diversifiant la collaboration, donc ce que disait David avec la partie Office 365, soit en ouvrant des bureaux à distance. Donc tout ça a fait que la surface d'exposition de votre risque a fortement augmenté, que ce soit à travers un utilisateur qui était peut-être un utilisateur, on ne va pas dire forcément nativement malveillant, mais un peu joueur avec les outils informatiques et qui du coup maintenant du fait qu'il soit sur l'extérieur se sentent un peu plus à l'aise pour continuer ces actions, ou au regard aussi du monde extérieur, hein, on ouvre l'environnement Office 365, c'est très bien, c'est très souple comme outil, mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment de perdre un peu la maîtrise sur à la fois la sécurité et aussi les données qui sont contenues dans ces environnements cloud? Donc voilà, cette solution est capable de répondre à tous ces points-là, entre autres, dans ce contexte de télétravail. Et la console que vous voyez là sous les yeux, c'est la console telle que vous pourriez l'avoir dans votre système d'information en production. Donc dans la console, c'est une console unique, une interface unique, sur laquelle on va pouvoir faire différentes actions. Donc là, on voit la partie recherche, investigation, on reviendra dessus après, la partie rapport, la définition des sources de données, ce que David vous présentait tout à l'heure, avec la grande carte où il y a les différentes sources de données que l'on est capable d'adresser à l'heure actuelle, la gestion des alertes, la gestion des abonnements, on le verra, on peut s'abonner à différentes choses, l'état de santé de la plateforme et différents tableaux de bord préconfigurés. Alors, on pourrait vous passer la journée à vous présenter la solution en large et en travers. Là, ce qu'on a souhaité faire avec David et Maud, c'est de vous présenter un cas concret que l'on a pu voir sur une structure qui est une structure nationale qui aide actuellement les entreprises d'un point de vue financier sur des éléments financiers pour les relancer, on va dire, au niveau de la crise, et qui a dû ouvrir précipitamment son système d'information sur la brique Office 365 et ouvrir aussi la partie VPN pour l'application métier. Donc il y a vraiment deux environnements distincts, un côté application métier, donc une application où des dossiers sont saisis, des éléments comme concrets, donc ça qui est maîtrisé, qui a dû être ouverte en VPN, et un autre côté sur l'aspect collaboration des équipes à travers SharePoint Online, Teams, toute la partie collaborative qui a été aussi démultipliée pour tous les collaborateurs qui étaient à distance. Dans ce type de collaborateurs, on avait aussi quelque chose d'un panel assez large, dans le sens où on avait des utilisateurs qui étaient déjà aguerris au monde du télétravail, des utilisateurs qui avaient des terminaux fournis par l'entreprise et d'autres qui ont dû se provisionner, où le service informatique a dû fournir rapidement des éléments pour se connecter, mais pas forcément dans l'idéal du monde de la sécurité informatique au regard des pratiques internes qui étaient déjà mises en place. Donc ce que souhaitait faire le client, c'était dans un premier temps, c'était la partie VPN que vous avez peut-être plus ou moins subi au moment de la mise en place du Covid, c'est-à-dire du télétravail, pardon, c'était la recrudescence des connexions VPN. Donc il y avait deux cas d'usage. Il y avait la partie exploitation, les équipes IT avaient beaucoup de demandes sur j'arrive pas à me connecter, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas, etc. Et d'un autre côté, la sécurité en tant que telle du SI, est-ce qu'on a des tentatives de connexion frauduleuses à travers nos connexions VPN et autres. Donc pour ça, la solution, c'est relativement simple. On va définir une nouvelle source de données, ce que l'on appelle un monitoring plan. Donc là, on a une multitude de monitoring plans sur cette plateforme de démonstration, hein, que ce soit des environnements AWS, des serveurs de fichiers, de la collaboration, des environnements de base de données et autres. Ce qui nous intéresse là, c'est la partie que l'on appelle chez nous Network Devices, qui a la capacité de suivre toute l'activité d'un périphérique de sécurité, autrement appelé un pare-feu, sur différents constructeurs. David le citait tout à l'heure. Et comment fonctionne cette solution? Une fois que vous avez défini vos différents équipements, on utilise le moteur d'investigation, recherche, et là, la solution est capable de ressortir toutes les actions qui ont été faites sur votre pare-feu. Et ça, quand je dis tout type d'action, là on va faire un focus sur la partie SSL, VPN ou VPN IPsec, donc des choses très concrètes, mais on a la capacité aussi de savoir
qui s'est connecté sur votre pare-feu, quels sont les comptes à privilège élevé, donc les comptes administrateurs, qui se sont connectés sur cet équipement-là, qui ont fait éventuellement des modifications dessus, et quelle est la modification qui a été apportée. L'idée étant à la fois dans une démarche de suivi et de traçabilité des actions qui sont faites quand même sur un élément qui est primordial dans votre système d'information, qui est le ou les pare-feux qui protègent votre système d'information, de savoir précisément qui a les droits, qui fait quoi comme modification, et la solution vous présentera toujours les choses de la même façon, c'est-à-dire la colonne qui, le type d'objet, l'action qui a été réussite ou entreprise, puisqu'on va pouvoir auditer les succès et les échecs, à quel endroit, à quel moment, depuis quelle station de travail. Donc là, si on le lit rapidement comme ça, on voit que Dolores a fait une lecture de la configuration, là en l'occurrence un équipement Cisco sur ma plateforme de démonstration, mais on adresse aussi d'autres équipements, et qu'elle a modifié tel élément dans telle configuration, qu'elle appartient au service IT, et si on souhaitait avoir plus d'informations, on a juste à double-cliquer dessus pour avoir encore plus de détails. Donc là, de façon très concrète, on sait qui a pu modifier la configuration. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas forcément ça. Et ce qui intéressait notre client, c'était de dire, OK, moi, j'ai ouvert mon système au niveau VPN. Est-ce que j'ai des connexions VPN SSL? Donc, dans notre moteur d'investigation, sans vraiment chercher, enfin, précisément, c'est égal de le dire, ce qu'il cherchait, il a tapé SSL, il a fait entrer. Et là, la solution affine les résultats pour présenter précisément ce qui s'est passé dessus. Donc là, on le voit, on est capable, par exemple, d'auditer que Crystal, donc c'est une plateforme de démonstration, mais que Crystal a fait une ouverture de session en succès à travers un VPN SSL depuis telle station de travail vers tel équipement à telle heure précisément. Donc ça permet de répondre à la fois de savoir qui s'est connecté à quel moment. Vous le voyez aussi, on est capable, juste à la ligne d'après, d'identifier ce que l'on appelle les log-off, donc les déconnexions. Et ça répond à un autre cas d'usage qu'on nous a demandé. Et on s'y attendait pas, c'était surtout ce qui était notion de chômage partiel, par exemple, de droit à la déconnexion, de éléments à apporter au niveau de l'État pour obtenir des budgets ou des financements particuliers. Ils avaient besoin d'avoir cette visibilité sur qui s'était connecté précisément, à quel moment et à combien de temps était restée la personne sur la plateforme du système d'information. Donc à travers ce module VPN, on a la capacité de le savoir, mais on avait aussi la capacité de savoir quels sont les échecs d'authentification pour pouvoir identifier deux contextes, le contexte utilisateur qui n'est pas forcément habitué à utiliser les outils IT, parce qu'une connexion VPN, quand on a un client VPN sur son poste, des fois c'est un peu difficile à utiliser. Donc ça permettait aux équipes d'assistance d'aller rapidement dans le diagnostic, de savoir depuis quel endroit s'était connectée la personne, quel était le problème, est-ce que c'était un problème de configuration ou un problème, on va se le dire clairement, d'utilisateur qui avait du mal à saisir son mot de passe ou autre. Ou à l'inverse, est-ce que le système était extrêmement sollicité par d'autres connexions, soit en France ou soit dans d'autres pays, et qui représentaient une problématique de sécurité. Donc là, en quelques clics, les personnes avaient la capacité de retrouver ces éléments-là au niveau de la brique VPN. En même temps, cette brique VPN, comme le disait David à très juste titre tout à l'heure, n'est qu'un élément de la chaîne de connexion, puisque l'idée du cas d'usage que l'on vous cite là, c'était deux aspects. C'était je me connecte au système d'information existant, et d'un autre côté, j'ai ouvert la collaboration au niveau Office 365, ce qui est une très bonne chose, mais quelque part, à la fois la sécurité et la visibilité est complètement déléguée à Microsoft. Donc perte de connaissances, perte de visibilité par les équipes informatiques, par la direction aussi, qui souhaitait malgré tout avoir une maîtrise sur ce qui se passait, parce que par rapport au contexte client, c'était extrêmement stratégique. Et quand je dis au contexte client, c'est aussi votre contexte. À chaque fois, on nous parle de données RGPD, c'est une chose, ça s'impose à tous, ça on ne revient pas dessus. Mais chaque activité a sa criticité au niveau de sa donnée. Et ça, toutes les solutions que l'on met en place, que ce soit, comme peut vous accompagner Avasis, des solutions d'infrastructure, de sécurité périmétrique, de virtualisation, sauvegarde et autres, et même Netrix Auditor, tout ça n'a qu'une seule et unique finalité, c'est de protéger vos données. Ce sont vos données qui font la valeur de l'entreprise. Donc là, l'idée pour le client était de garder cette maîtrise sur la partie Office 365. Donc on a différents modules dans l'environnement Office 365. Il les a déployés à la fois sur la partie Azure AD, la partie SharePoint Online, la partie Exchange Online et aussi la partie OneDrive. Et aussi, on peut suivre les éléments qui sont partagés dans Teams.
Donc ce que faisait ce client, et ce qu'il fait toujours, c'est faire ce qu'on appelle une revue de sécurité. Donc régulièrement, le matin, il se connectait sur la plateforme, il allait sur ici le tableau de bord qui est préconfiguré, qui donne une tendance des échecs qu'il y a pu avoir sur les jours précédents, les semaines précédentes, les mois précédents. Donc il lançait son petit tableau de bord. Donc petite parenthèse, hein, tous les tableaux de bord que je vais vous présenter, les différents rapports, à chaque fois on a la capacité de les exporter à la demande, hein, si on le souhaite, en différents formats, Word, Excel, PowerPoint, ou de s'abonner à chaque vue pour la recevoir de façon automatique une fois par jour, par mois, par semaine, à différents destinataires, dans un partage de fichiers et autres. Donc là, ce qu'a fait le client, c'est que voilà, il voyait ses échecs de connexion, et puis il a vu, tiens, Mégane, 5 échecs de connexion. Et en l'occurrence, cette utilisatrice, puisque c'était une utilisatrice dans le cas concret, était une utilisatrice de la direction, mais qui n'avait pas d'adhérence, on va dire, avec les services IT ou ressources humaines. Vous verrez pourquoi je vous dis ça, c'est un intérêt particulier. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a cliqué sur les 5 tentatives de connexion en échec pour voir un peu le détail de ces connexions en échec. Donc là, ce que l'on voit, on voit que Mégane a essayé de se connecter sur son environnement depuis telle adresse IP avec l'application Microsoft Office, donc de l'Office 365, le navigateur, et puis on voit la localisation. Donc là, bon, vous vous doutez que pour la démonstration, c'est moi qui ai généré les connexions. On voit que on s'est connecté depuis l'Isère à Grenoble précisément. Donc pas une grande inquiétude de la part des équipes IT puisque la personne réside à cet endroit-là. Bon, voilà, peu qu'elle ait tapé un mauvais mot de passe. Il continue à dérouler. Puis là, ça commence à devenir problématique. On voit des connexions depuis d'autres pays, par exemple depuis l'Allemagne. Il continue sa petite recherche, on voit qu'il y a 2 pages. Là, on voit des connexions depuis l'Angleterre. Donc là, ça commençait à être franchement problématique. Donc, ce qu'a fait le client, il a pris le nom de l'utilisatrice, il est revenu sur le bureau, il a utilisé le module d'investigation que l'on a utilisé tout à l'heure pour la partie VPN, et là, il a fait un simple copier-coller du nom de l'utilisatrice. Il a dit que c'était quelqu'un, une recherche, et là, la solution retranscrit toute l'activité que l'on a pu avoir sur cette utilisatrice-là en particulier. Et si on regarde, on retrouve bien la logique que l'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire de comprendre quel est le type d'objet concerné, donc là de l'ouverture de session, là que l'on est en échec, depuis quel endroit, et on retrouve le détail que l'on voyait tout à l'heure, donc là on voit des connexions depuis l'Allemagne. Donc il y a eu un diagnostic. Le diagnostic, l'équipe IT s'est dit, bon, voilà, on voit des connexions en succès, on n'a plus de connexion en échec, tout est revenu à la normale, ça devait être quelque part un faux positif, très bien, passons à autre chose. En même temps, passons à autre chose, mais on souhaiterait quand même avoir de la visibilité si ce cas se reproduit particulièrement sur cette utilisatrice, que c'est vraiment une utilisatrice qui est stratégique pour l'entreprise, qui est sensible au niveau de ses droits natifs dans l'environnement. Donc on souhaiterait avoir un peu de visibilité, mais uniquement sur ses faits logon, sur ses échecs. Donc là, dans l'outil, on a la possibilité très facilement d'inclure uniquement les faits logon, de dire que ce qui nous intéresse est uniquement sur la partie Office 365. On relance la recherche et là, on voit directement tous ces faits logon. On va dans Outils et là, on convertit ça en alerte. Là, l'outil est intelligent, il reprend tous les filtres de recherche, on précise des destinataires, une périodicité, si on veut les seuils de détection, si on veut que ça soit notifié dès qu'il y a le comportement, etc., etc. Là, on crée une alerte très personnalisée, très facilement par rapport à un contexte métier très particulier du client. Et en même temps, je fais une petite parenthèse, pas d'inquiétude sur les alertes, on a déjà une multitude d'alertes qui sont préexistantes, qui vont couvrir d'autres aspects, d'autres usages que l'on aura l'occasion de revoir la semaine prochaine sur la deuxième partie de ce webinaire, où on verra sur d'autres aspects de la protection du système d'information. Si on revient donc sur notre cas d'usage, je vous rappelle, le client a identifié des connexions frauduleuses, il a mis en place une alerte puisque par la suite, les connexions étaient en succès. Très bien, il continue à faire sa revue de sécurité. Donc là, cette fois-ci, il va dans l'outil de rapport. L'outil de rapport est structuré en 3 grandes catégories. Une catégorie plutôt haut niveau, où on va être sur de l'analyse, que ce soit du comportement, de la classification des données, les niveaux organisationnels de la structure, toujours d'un point de vue sécurité. Donc plutôt des rapports qui sont orientés direction informatique et RSSI. Après, on va avoir une multitude de rapports par technologie. On peut descendre très loin dans les technologies pour des personnes qui vont exploiter la sécurité, qui vont avoir au quotidien des choses à amener ou à faire sur l'environnement de sécurité. Et après, on a aussi une vue conformité qui va vous amener des rapports préconfigurés sur différents aspects, soit réglementaires, soit normatifs. Donc, normatifs comme l'ISO 27001, même si vous n'êtes pas forcément vers cette certification, vous pouvez envisager de vous en servir en termes de bonnes pratiques, et on le voit très souvent avec David sur des cas clients qui se basent sur cette bonne pratique pour
optimiser la sécurité de leur système d'information. Donc là, on vous amène des éléments avec un mapping détaillé, les rapports préconfigurés, la même chose pour la partie RGPD et sur d'autres aspects réglementaires et normatifs. Mais revenons à notre cas d'usage. Le client, toujours dans cette même revue de sécurité, s'est dit, bon, je vais faire un petit tour quand même sur mon environnement, toujours Azure AD. Est-ce que j'ai des modifications qui ont été apportées au niveau changement de mes comptes utilisateurs? Il exécute son rapport, il se positionne sur la période qui l'intéresse, donc c'était ce trimestre hein, pour la démonstration, et là il voit qu'il y a un compte Shadow qui a été créé. Bon, pourquoi pas, il note dans un coin, il garde ça en tête, il vérifie s'il y a eu des changements d'appartenance dans les groupes de sécurité, donc tout ce qui est élévation de privilèges, hein, qui sont très difficiles à identifier dans l'environnement Azure AD, il exécute son rapport, il se remet sur la même période, ce quarter, il génère le rapport, il retrouve ce fameux compte Shadow, et puis on retrouve notre amie Megan de tout à l'heure. Puis on voit que Megan maintenant fait partie du groupe de sécurité IT, donc des administrateurs IT, et puis des administrateurs ressources humaines. Et là, ça commence à être un peu plus problématique. On continue ses recherches. Le client s'est dit, bon, ok, j'ai noté que Megan, il y avait une problématique, je vais vraiment me pencher sur la question de Megan. Juste avant de me poser sur la question de Megan, je vais utiliser les rapports que j'utilise au quotidien, qui sont sur l'accès aux données, puisque c'était ça un grand intérêt aussi de mettre en place notre solution. Donc il y avait déjà une brique existante, c'était de garder ce contrôle et cette visibilité sur les tendances d'accès aux données. C'est-à-dire que là, on inverse le problème. Souvent, on aborde la sécurité sous l'angle « je sais ce qui se passe » ou « j'ai un doute sur un collaborateur, j'ai un doute sur une action, sur quelque chose ». Certes, on peut l'avoir, mais dans la vraie vie, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les choses fonctionnent normalement, mais on peut avoir un pic à un moment donné d'une activité qui peut être suspicieuse sur laquelle on va mener une investigation, pardon. Et là, on a ce type de rapport. Donc, on a des rapports, par exemple, de tendance d'accès aux données. Où là, si j'exécute ce rapport-là, que je me mets, par exemple, sur les 30 jours précédents, on aura de la visibilité sur qui a eu accès à quoi sur la plateforme. Est-ce que j'ai un pic de suppression? Est-ce que j'ai un pic de modification? Qui est responsable de ce pic? Toujours avec la possibilité de cliquer. Là, rien d'extraordinaire, encore une fois. Je retourne dans le rapport, et là, on a un autre rapport qui est beaucoup plus intéressant par rapport aux simples tendances. C'est un rapport qui va vous donner de la visibilité sur des utilisateurs qui, sur 30 jours glissants, n'auraient jamais eu accès à tel ou tel type de données et qui, depuis une semaine, se mettent à faire des modifications dessus. Donc, si j'exécute ce rapport-là, que je me repositionne sur la période qui nous intéresse, que je réexécute ce rapport, qu'est-ce que l'on voit? On voit des éléments d'accès. Hop, je vais changer de rapport, hein, c'est l'effet démonstration, c'est pendant que je vous parle. Hop. On voit des éléments d'accès de la part de Megan. Donc on revoit bien notre utilisatrice Megan qui accède à des éléments, à des documents. Donc si je m'amusais à cliquer sur les 5 éléments auxquels elle a accédé, on retrouve bien, on voit le détail de ce qu'elle a fait. Très bien, rien d'extraordinaire. On pourrait dire qu'elle a la légitimité par rapport à sa position dans l'entreprise. Mais on voit quelque chose qui est beaucoup plus embêtant, c'est qu'on voit qu'on a des accès anonymes sur ces éléments-là, sur une collection de documents qui s'avère, dans le cas dont je vous parle, qui était un élément de direction, qui étaient des éléments de direction et des éléments financiers sur des cas d'usage, des cas clients. Et lorsque l'on clique sur les 3 tentatives d'accès, qu'est-ce que l'on constate? On voit une adresse IP publique qui accède à des documents qui, dans le cas qui nous intéresse, c'est des documents extrêmement sensibles. Donc là, ni une ni deux, le client est revenu sur le moteur d'investigation, il a relancé une recherche, il a refait un focus sur Megan. Focus sur Megan, on retrouve l'activité qu'on évoquait tout à l'heure, ces ouvertures de sessions en succès, très bien, mais il a commencé à aller un peu plus loin dans l'investigation. Et puis là, il voit que, qu'est-ce qui s'est passé? Megan s'est elle-même positionnée en tant qu'administratrice globale de la collection SharePoint de l'entreprise. On continue à dérouler notre investigation. On voit qu'elle a commencé à rajouter des permissions, et surtout, là, élément extrêmement important, on voit qu'elle a ici activé la possibilité pour toute personne anonyme de consulter ce document depuis n'importe quel point dans le monde. Et si maintenant je prends ce document sans chercher à comprendre quel est ce document et que je fais toujours dans mon moteur de recherche, entrer pour voir ce qui s'est passé autour de ce document, donc là c'est un peu plus long, hein, puisqu'on va chercher vraiment dans tous les éléments que notre plateforme est capable d'auditer ces éléments clés-là, donc tous les mots-clés, blog, post, review, point doc, etc. Donc on va les chercher
dans n'importe quel endroit, que ce soit une base de données, un serveur de fichiers, un environnement Active Directory ou un environnement de fichiers, ce qui a pu se passer autour de ça. Donc on retrouve bien l'activité de Megan qui a partagé ce document-là, mais surtout après beaucoup plus problématique, et ce que le client a constaté, des accès depuis l'extérieur par des liens, par des personnes anonymes sur un document qui était stratégique. Et là, a posteriori, dans la vraie vie, ce qui s'est passé, c'est que le client a remonté le chemin de ce cas d'usage. La personne a reçu un phishing dans la semaine qui a suivi le confinement. Il y a eu une grande campagne sur les environnements Office 365, campagne de phishing classique, cliquez là pour resetter votre mot de passe, etc. La personne l'a fait en toute bonne foi, ce qui fait que son compte a été usurpé. Elle a pu se connecter au système d'information, elle a fait une élévation de privilèges par rapport à une problématique qui était antérieure à la partie télétravail, mais le client ne s'était pas réellement penché sur la cartographie de ses droits au niveau des environnements Office 365. Donc nous, on a pu lui apporter cette visibilité-là. Après aussi, il a pu jouer avec les rapports ici dans SharePoint Online sur ce que l'on appelle, nous, les state in time, donc qui a accès à quoi, quels sont les héritages cassés, quels sont les partages sur l'extérieur, qu'est-ce qui est accessible par tel et tel utilisateur. Donc, il a pu faire une revue de droit a posteriori et se rendre compte qu'il y avait des problématiques de sécurité sur telle et telle collection. Et donc, du coup, ils ont pu resetter le mot de passe de l'utilisatrice et refaire aussi une sensibilisation, refaire une campagne interne de sensibilisation sur les bonnes pratiques informatiques. Donc là, on est vraiment sur un cas d'usage typique de ce que l'on a pu vivre, ce que je ne vous souhaite pas de vivre, c'est pas dans un monde complètement exotique. Et dernier point, parce que je vois que le temps passe très vite, dernier point qui est important dans ce cas d'usage, c'était, comme vous le présentez tout à l'heure David, c'était la capacité de l'outil de comprendre ce que contiennent vos données. Puisque là, il y avait eu une fuite d'informations, mais encore fallait-il évaluer quelque part la criticité de cette fuite d'informations. Est-ce que c'était une information qui était propre à l'entreprise? Est-ce que c'était une information qui concernait des clients de cette entreprise? Est-ce que c'était une information qui concernait des collaborateurs de l'entreprise au sens données à caractère personnel? Parce que suivant le cas, la stratégie à mettre en place derrière n'était pas la même et la communication aussi n'était pas la même en fonction de la CNIL et puis d'autres éléments en termes d'image aussi de la structure. Donc pour ça, on a la partie classification de données qui permet de répondre à ça et qui, de façon très simple et très pragmatique, vous dira au niveau d'un serveur de fichiers, où là on parle d'un serveur SharePoint Online, mais par exemple si je prends l'exemple d'un serveur de fichiers, où sont vos données, que contiennent vos données. Donc là, je suis sur un partage d'un serveur de fichiers sur ma plateforme de démonstration. Si je descends dans mes sous-partages, je vais voir différentes catégories qui vont apparaître. Donc des catégories RGPD, des catégories aussi médicaments, pourquoi pas, parce qu'on a des cas d'usage de personnes qui travaillent dans des brevets médicaux, dans des informations financières. Et de façon très simple, on vous dira par exemple que dans ressources humaines, on a des informations financières, on vous présentera le nom du fichier, on ne vous présentera jamais le contenu même de l'information dans cette interface-là. On a une autre interface qui permet d'aller plus loin, de voir la donnée, qui est plutôt réservée à des profils type DPO ou responsable qualité et autres pour qu'ils puissent manipuler la donnée. Mais là, de façon très pragmatique, le client a pu se dire, OK, dans mon environnement SharePoint Online, j'ai eu une fuite d'informations. Est-ce que c'était une donnée qui était sensible par rapport à une catégorie que j'avais définie chez moi comme étant une donnée à caractère personnel ou une donnée financière, parce que dans l'occurrence c'était une donnée financière, il a été sur sa collection de documents et il s'avérait que ce n'était pas une donnée sensible au regard de son activité ni une donnée à caractère personnel. Donc là, il est un peu redescendu aussi en pression à ce niveau-là, il n'avait qu'à plus, entre guillemets, qu'à gérer une problématique de sécurité. Et là, on va s'arrêter là pour la partie démonstration. Je fais une dernière parenthèse. Vous voyez, il y a une multitude de tableaux de bord aussi autres sur la gestion du risque, sur les revues d'anomalies, sur les vues globales de l'entreprise, sur la notion d'alerte et autres. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine sur les prochaines thématiques qui vont arriver pour continuer la suite de cette explication. Et là, je vais laisser la parole à David pour terminer la présentation. David, si tu m'entends, je te repasse. Hop, présentateur. Est-ce que c'est bien le Oui, cas? c'est bon, il n'y a pas de Pendant souci. que David repartage son écran, d'ici quelques instants, dans pas longtemps, C'est ça, c'est bientôt, ça. c'est l'effet démonstration. Si vous avez des questions, alors oui, on en a parlé très rapidement en introduction. Si vous avez des questions, vous avez un petit module questions sur le côté qui vous permet de soumettre une multitude de questions diverses et variées. N'hésitez pas, on va prendre quelques instants pour y répondre. Si jamais on n'a pas l'occasion de répondre à toutes vos questions,
On se fera un plaisir d'y répondre offline, c'est-à-dire a posteriori, avec David et Maud. Là, ce que vous voyez, ce que vous présente David, ce sont les différents liens utiles sur la solution. Donc tout ça, bien évidemment, vous pouvez aller sur le site de netrix.fr, vous pouvez évaluer la solution directement dans un navigateur. Je vous avoue que c'est assez limité, mais vous avez la capacité de le faire. Ce qui est plus intéressant, ce que l'on fait très souvent avec Avasys, c'est faire des démos individuelles, des démonstrations individuelles par rapport à votre contexte métier, par rapport à la connaissance aussi que peut avoir Avasys de votre environnement. Donc on fait ça très rapide, très facilement avec David et Maud, on met ça en place et on a tout loisir de vous démontrer la solution. Tout à fait. Voilà. Ça, vous appelez votre commercial préféré, selon les personnes qui s'occupent de vous, et on organisera une démo individuelle avec plaisir. Est-ce que il y avait quelques questions? Alors, moi, je ne les vois pas les questions. Je ne sais pas si David, tu les vois, Non, pardon. c'est pareil, non, je ne les vois pas non plus. On ne les voit pas. Alors, il y a peut-être un petit problème technique sur le moteur de questions. On l'a constaté ce matin. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers Maud et David, même moi, vous avez mes coordonnées aussi pour toute question, pour qu'on puisse organiser une démonstration. Je vous le redis, la semaine prochaine, on a la suite, on a la deuxième partie de cet événement. On aura l'occasion d'aborder les autres modules et d'autres cas d'usage. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose, Maud, peut-être? Oui, tout à fait. Effectivement, mardi 26 à 10h, le sujet, c'est contrecarrer les plans des cybercriminels, qui sera toujours animé par David et Damien. Je vous invite à vous inscrire. On va vous envoyer les liens pour vous inscrire. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Je ne peux pas m'empêcher de terminer par les piliers qui font la renommée d'Avasys, qui sont la proximité, l'expertise, le centre de service, les partenariats étroits avec les éditeurs avec qui on travaille, notamment avec Netbricks. Et surtout, on est une ESN à taille humaine. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On va vous envoyer la présentation par mail et on va poster la vidéo avec le son sur notre site internet Avasys. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention. J'espère que ça vous a plu et que ça a généré beaucoup de questions chez vous. On vous donnera nos coordonnées pour que vous nous recontactiez. Et j'insiste, j'espère vous voir nombreux mardi prochain à 10h. Merci à tous. Merci, et merci David et Maud pour avoir organisé cet événement, et merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir.